Merci beaucoup de l'invitation de participer à ces échappées inattendues. C'est assez intimidant de faire une conférence de physique juste à côté du pendule de Foucault, totalement mythique. Voilà, donc je vais essayer qu'il ne me déconcentre pas trop. Et ce que je vous propose, c'est de parler dans cette conférence, de vous présenter des expériences de démonstration. En fait, que vous pouvez trouver dans ce musée, on va dire, c'est trois types d'appareils. Vous allez avoir des appareils comme ici, des voitures, etc., des appareils technologiques. Et puis, il y a des appareils pour faire la science. Et puis, dans les appareils pour faire la science, vous avez des appareils de mesure qui ont servi à faire des travaux scientifiques. Mais il y a d'autres appareils dont on parle moins, qui sont des appareils pour enseigner la physique, pour expliquer la physique, pour montrer la physique. Et ça date d'il y a longtemps. Cette question des instruments de démonstration, vous voyez, là, je mets un précurseur qui est monsieur Pierre Paulinière, un Français qui a vécu de 771 à 1734. Donc, 18e, on a la physique de Newton, de Descartes, qu'il va falloir diffuser. Alors, diffuser, ça va être faire des conférences de vulgarisation dans les salons de physique, etc. Et puis, faire de l'enseignement. Et pour ça, eh ben, on va avoir des gens qui vont causer. Et puis, il y a des gens comme Pierre Paulinière qui expliquent que, en fait, pour expliquer et faire comprendre la physique, c'est beaucoup mieux de le faire avec des instruments spécifiques. Donc, il écrit ce que je n'avais fait d'abord que pour mon instruction particulière. Plusieurs professeurs de philosophie de Paris souhaitèrent avec empressement que j'en fisse part. Il a mis en place des expériences pour apprendre la physique. Ces habiles professeurs zélés, pour l'instruction de la jeunesse qui leur est confiée, attentifs au plaisir que les écoliers prenaient à ces expériences, s'en sont servis fort avantagement pour leur apprendre d'une manière aisée et agréable ce qu'il y a de plus curieux et de plus utile dans la physique. Voilà. Donc vous voyez, on est à 300 ans et on parle déjà de pédagogie et que pour l'enseignement, eh ben, il s'agit non seulement d'apprendre des choses utiles, mais aussi des choses curieuses. Et puis de le faire avec plaisir, de manière aisée et agréable. Et ils se servent de ces expériences pour mener comme par la main les écoliers dans la vérité des principes qu'ils avaient établis. Alors voilà, je vais essayer ce soir de vous mener par la main dans la vérité de quelques principes de physique. On va voir si je vais réussir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous me dites, OK, c'est il y a 300 ans, etc. Mais les expériences qui sont développées à cette époque, si vous regardez les ouvrages de physique expérimentale qui sont faits, ici vous avez un cours de physique expérimentale de M. Desaguliers, 1751. Qu'est-ce qu'il présente? Il présente l'expérience du tube de Newton. C'est quoi? C'est un tube en verre dans lequel on a fait le vide et dans lequel on va faire tomber en même temps une bille de plomb et une plume. Et en se demandant, je sais qu'à l'air libre, si je lâche une bille de plomb et une plume, eh bien, le plomb va tomber plus vite. D'ailleurs, j'ai ici un tube de Newton avec ici du plomb et une plume. Alors, on va le faire tout de suite, l'expérience. Hop. Bon, bah, vous voyez, le plomb est tombé tout de suite. La plume, on le sait, le petit duvet met beaucoup de temps à tomber. Bien. Donc, c'est que cette expérience, eh bien, dès 1751, c'est une expérience qui est faite pour présenter la physique. Et puis on regarde un siècle plus tard, un peu plus, Guillemin, dans son ouvrage de 1868, les phénomènes de la physique, qu'est-ce qu'il présente? Le tube de Newton. Alors bien sûr, vous voyez, c'est pas pareil ici. Là, c'était un tube à l'époque, il y avait les problèmes de raccord, il y avait la pompe qui était machin, il fallait tenir le truc en haut, puis faire le vide, on ne pouvait pas le retourner. Là, avec lui, vous voyez, il a un petit bouchon, etc. Il peut le démonter. Et puis, on retrouve encore en 1963 l'ouvrage de M. Françon. Alors, Françon, en plus, je suis assez attaché, puisqu'en fait, il était professeur. Donc, je suis professeur à Sorbonne Université, mais c'était Pierre et Marie Curie, Paris, enfin, la Sorbonne. Et en fait, M. Françon était professeur à la Sorbonne. Et en fait, il s'est occupé de la collection d'expériences de démonstration, qui sont les expériences de démonstration pour faire des expériences aux étudiants quand on leur présente les cours. Et il y a quelques-uns du matériel, dont par exemple ce tube, qui vient de cette collection d'expériences de démonstration. Bien. Et donc, vous voyez, on retrouve toujours encore la même expérience, pas avec le même dessin. Donc, autrement dit, dans un certain nombre de domaines de la physique, la mécanique, les questions du vide, l'électrostatique, l'électricité, en fait, les expériences de cours qu'on fait aujourd'hui, eh ben, c'est les mêmes expériences qu'on faisait il y a 300 ans, parce que mine de rien, ben, elles étaient efficaces. Voilà. Donc, c'est ce que je vous propose de commencer à partir du vide et puis de faire cette expérience du tube de Newton. Donc, je vous remontre ce qui se passe.
Regardez bien la vitesse à laquelle tombe la petite plume. Vous voyez, elle prend son temps. Je vais brancher ce tube à la pompe. Alors, ça fait du bruit. Ça fait un petit peu de fumée. Hein. Bon, voilà. Donc, je vous préviens, c'est jusque-là, voilà. Donc là, on pompe. Voilà. Hop. Allez, on va dire que ça fait, quand ça fume beaucoup, c'est qu'on a un bon vide normalement. Voilà. Alors, je vous préviens, c'est pas non plus un vide qui est total fantastique. Donc, la plume, elle va pas tomber en même temps que le plomb. Je vous le dis. Donc, le truc, c'est qu'il faut que vous regardiez si, à votre avis, elle va plus vite ou moins vite que ce que c'était avant. Ça va plus vite, hein. Vous êtes d'accord? Non, parce que souvent, vous savez, c'est le physicien. Ouais, c'est super. Voilà. Donc là, vous voyez, je vous le fais, on a quand même, vous voyez, c'est pas instantané, mais elle tombe vite. Et puis, je vais remettre de l'air. Vous voyez, on entend l'air qui rentre dans le tuyau. Voilà. Et là la différence est nette quand on compare. Donc voilà, première expérience. Donc, moi, j'adore la faire parce que, bon, je la trouve sympa, mais surtout le fait de se dire que dès 1730, en fait, eh ben, les profs de physique qui faisaient cette expérience-là devant leur public, moi, ça me fait quelque chose. Voilà, bien. Alors, on va continuer avec le vide. Et puis, après ce vide, j'ai ici une cloche à vide. Donc ça, c'est sympa, la cloche à vide, parce que vous voyez, le tube, il est long, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de place. Ici, la cloche à vide, je mets le tuyau, il faut fermer la vanne. Alors, quand je vais pomper, je vais faire le vide là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans cette cloche à vide? Ben, je vous propose de commencer par mettre des ballons. Voilà. Alors, je ne le gonfle pas trop pour qu'il puisse rentrer dedans. Voilà. Et puis, eh ben, on va pomper. Bon, je pense que ce qui se passe est relativement clair. Voilà. Donc là, ça touche le truc, ça bouche. Donc voilà, ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'air à l'intérieur du ballon. Quand je suis dans l'atmosphère, sur la paroi du ballon, il y a de l'air qui pousse à l'intérieur, il y a de l'air qui pousse à l'extérieur. Alors, pour gonfler le ballon, bah, je peux continuer à augmenter la pression à l'intérieur pour que ça pousse plus à l'intérieur. Mais l'autre solution pour gonfler le ballon, c'est au lieu de pousser plus à l'intérieur, je peux décider de pousser moins à l'extérieur. C'est exactement ce que je fais. Je réduis la pression. Alors là, vous voyez que bah, le vide, il y a des fuites. Hein. Parce que là, le ballon, il n'a pas attendu que j'ai fini les explications. D'accord? Bon, donc, je réduis la pression à l'extérieur. Ah ouais, c'est le tube là. Ah ouais, c'est là. Okay. Je réduis la pression à l'extérieur, ça pousse toujours autant à l'intérieur, ça va gonfler. Alors ça c'est un phénomène qui se produit quand vous avez les ballons stratosphériques. Je ne sais pas si vous avez vu ces ballons qui permettent d'aller très haut dans l'atmosphère à plusieurs kilomètres. En fait, ces ballons, quand on les lance, on a l'impression qu'ils sont presque pas gonflés. En fait, vous avez l'impression de voir une petite bulle et puis une sorte de grande chaussette qui pend. Parce qu'en fait, il y a de l'hélium à l'intérieur à pression atmosphérique, et puis il y a la pression de l'atmosphère qui pousse. Au fur et à mesure que le ballon il s'élève, bah, l'atmosphère va être de plus en plus raréfiée. Si je prends un ballon rigide, bah, il va monter, mais à un moment donné, comme la pression de l'air est plus faible, la densité de l'air est plus faible, la poussée d'Archimède est plus faible, et bah, il va plus s'arrêter, il va s'arrêter de monter. En revanche, dans ces ballons, le ballon il gonfle au fur et à mesure. Comme le volume augmente, en fait, la poussée d'Archimède reste constante et le ballon il peut monter à 4000, 5000, 6000, 8000 km, non pas 8000 km, 8000 mètres d'altitude. Et on peut aller vraiment dans la stratosphère pour faire des expériences, etc. Alors, l'expérience du ballon, c'est sympa, mais il y a quand même, sur le même principe, alors ça c'est une expérience que Paulinière il n'a pas pu faire, parce que à l'époque, ils n'avaient pas les chamallows. Donc, on va mettre
des chamallows. Ah bah, je sais, on va voir, on va voir. Donc on va mettre les chamallows dans les verres. Voilà. Et puis, bah, le temps que je les mets, je vous laisse essayer d'imaginer. Donc là, c'est toujours sympa quand on va vous faire une manip, d'essayer de vous dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Alors le truc, c'est que les chamallows, en fait, il y a pas une grosse enveloppe, mais il y a plein de petites bulles d'air à l'intérieur. Et puis c'est tout mou. Allez. Alors effectivement, alors là, on voit que la pompe, bon, bon, ben voilà. Bon, on s'arrête là, hein. Voilà, donc ces chamallows qui ont bien gonflé. Et puis le problème, c'est qu'on se disait super, j'ai des méga chamallows, ça va être super moelleux, vachement gros, etc. Le problème, c'est quand on met l'air. Voilà. Et alors en plus, ce qui est terrible, c'est que comme ils ont gonflé, il y a un peu d'air qui est parti. Donc vous avez vu, ils sont tout ramollos. Bon, voilà, donc si vous. Ouais, on va les laisser là pour s'il y en a qui veulent en manger à la fin, mais voilà. Alors, autre petite expérience, toujours avec cette cuve à vide, c'est cette expérience qu'on appelle l'expérience du baroscope. Alors, j'ai ici une petite balance, vous voyez, avec d'un côté une boule de polystyrène, et de l'autre côté, c'est équilibré par un petit écrou que j'ai ajusté à cette position. Donc, je vais mettre la cloche à vide, je vais faire le vide. À votre avis, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Ah bah oui, c'était facile avec les ballons. Alors vous me dites, hein, il y a quelqu'un qui a une idée. Le fléau va bouger. Ah mais pourquoi il bougerait le fléau? Alors vous me dites, la boule va grossir. Donc en fait, première proposition, la boule va grossir et comme ça grossit, ça va tomber. Ah ben voilà, en fait, mot-clé, mot-clé, mot-clé. Donc on fait l'expérience, d'accord? Donc effectivement, alors vous voyez que d'un côté, quand j'ai fait le vide, effectivement, le côté avec le polystyrène, il a basculé, mais ça a pas gonflé, hein. Bah, non, non, non. En fait, le point, c'est que le polystyrène, en fait, il est bien rigide. On a un expert chimiste ici, hein. Ça fait comme le ballon, ça reste bien étanche. Donc, en fait, on peut considérer qu'il lui arrive pas grand-chose. Non, c'est pas dedans, c'est pas dedans. Monsieur avait dit le mot-clé poussée d'Archimède. Donc, maintenant, je vais refaire rentrer l'air. Hop, alors là, voilà. Parce qu'en fait, il y a des frottements. Alors, alors qu'est-ce qui se passe? Le fait, c'est que là, on oublie, on est dans l'air et on oublie qu'il y a de l'air, en fait. Or, euh, l'air, comme l'eau, exerce une poussée d'Archimède sur les corps. Alors pourquoi? Globalement, vous savez que quand on monte en altitude, la pression, elle diminue. Si je monte au sommet du Mont Blanc, il va y avoir moins de pression que si je reste ici. Bon, bah, c'est aussi vrai à l'échelle de la salle. Ça diminue pas de beaucoup, mais ça diminue quand même. Globalement, ça veut donc dire que si je prends un objet, la pression en dessous de l'objet, elle est plus grande que la pression au-dessus de l'objet. Donc au final, ça veut dire que l'air, eh ben, il va pousser l'objet légèrement vers le haut. Alors ça, on arrive à voir cet effet quand on a des choses qui sont très légères, ballons gonflés à l'hélium, montgolfières, etc. Mais sur des objets comme une balle de polystyrène ou un morceau de machin, c'est tellement lourd qu'on ne se rend pas compte qu'il y a cette poussée d'Archimède. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux objets qui ont des volumes très différents. Donc ça veut dire qu'il y en a un, la poussée d'Archimède sur la balle ici, c'est une poussée de force qui est importante et qui va être pratiquement, si on compare les volumes, 100 fois plus grande que celle qu'il y a de l'autre côté. Bon, quand j'enlève l'air, ben, j'ai plus cette différence de pression, c'est le vide, donc j'ai plus cette différence de pression entre le haut et le bas, donc j'arrête de pousser la sphère de polystyrène vers le haut. Donc si j'arrête de la pousser vers le haut,
Eh ben, ça veut dire que, vous voyez, quand je suis dans l'air, c'est un peu comme si j'avais les deux trucs, puis j'avais quelque chose qui tire ça. Si j'enlève le truc qui tire vers le haut, ça tombe. Voilà. Donc ça, cette expérience, alors voilà, faut l'intégrer, mais c'est une expérience qui permet de voir l'effet de la pression atmosphérique, l'effet de la poussée Archimède sur des objets macroscopiques. Alors vous allez me dire, ok, c'est anecdotique, etc. Enfin oui, mais bon, la masse volumique de l'air, c'est 1 kg par mètre cube, comparé à l'eau qui est 1 tonne par mètre cube. Donc ça veut dire que c'est 1000 fois moins. Ça veut donc dire que quand je pèse, si je prends 1 litre d'eau, en fait, si je le mets sur une balance, je vais avoir le poids de 1 litre d'eau, 1 kg, mais la poussée d'Archimède d'1 litre d'air, 1 gramme. Donc ça va me faire 999 grammes. Bon, quand on va chez le boucher, etc., on s'en moque. Mais quand vous voulez faire des mesures de précision, que vous voulez faire de la métrologie, que vous voulez comparer, et ici au CNAM, il y a plein d'instruments de métrologie pour faire toutes ces choses-là, de balance très précises. Bah, si on veut faire des choses qui sont très précises pour comparer les poids, il va commencer à falloir prendre compte de la poussée d'Archimède. Parce que sinon, on va faire des erreurs dans les mesures. Bien. Alors, je passe ensuite à une dernière expérience. Donc, c'est une version miniature des hémisphères, de l'expérience des hémisphères de Magdebourg. Donc, expérience 17e siècle, Otto von Guericke, qui travaille sur le vide. Donc, lui, il avait fait une sphère qui était plus grande et il présente au prince et au roi ces deux hémisphères où je vais faire le vide à l'intérieur. Et puis, on va voir on va essayer de séparer les deux hémisphères. Alors, donc là, hop. OK. Bon, je pense que ça doit être bon. Et puis, ce qui est sympa avec ce dispositif, c'est qu'il y a une valve automatique. Donc, normalement, voilà. Donc, ici, j'ai fait le vide à l'intérieur. Quand il n'y a pas le vide, il y a de l'air dedans et il y a de l'air dehors. L'intérieur et l'extérieur poussent sur la coque. Là, il n'y a plus rien qui pousse à l'intérieur. Il n'y a que ce qui pousse à l'extérieur. C'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal. Mais je vois qu'il y a des personnes costauds ici. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait bien essayer? J'aurais besoin de carrément 2 personnes. Monsieur, si vous voulez bien. Et si ça ne vous gêne pas d'être filmé, OK. Et s'il y a quelqu'un d'autre là qui peut faire le poids? Allez, bah, venez. Allez, hop. Alors, bah, je vais vous demander de tirer très fort. Alors, faites attention parce qu'en même temps, si ça lâche d'un coup. Hein. Donc, je voudrais pas qu'il y ait trop d'accidents. Avec les deux mains. Hein. Voilà. Et vous allez essayer de séparer. On y va, allez-y. Bon. On y arrive. Vous voyez, hein, à deux comme ça, costaud. Donc, Otto von Guericke, c'est là que je parle des chevaux. Donc, lui, c'est des sphères plus grandes. Merci beaucoup. Et donc, Otto von Guericke, lui, il avait carrément 2 attelages de 16 chevaux de chaque côté sur une sphère de cette taille-là. Et les 2 attelages de 16 chevaux. Les 2 attelages de 16 chevaux, j'aurais dû m'entraîner, n'ont pas réussi à séparer les sphères. En revanche, bon ben, si je fais rentrer l'air, vous voyez, ça s'enlève tout seul, ben voilà. L'air appuie des deux côtés, donc je peux séparer très facilement. Voilà, donc c'était quelques petites expériences avec le vide, et puis on va passer sur une deuxième partie, donc on va revoir les diapositives. Si je peux avoir un petit peu d'aide pour débarrasser, merci beaucoup. Et si je peux avoir la diapositive. Donc pour cette deuxième partie, voilà, voici une gravure qui représente Jean-Antoine Nollet. Donc c'est un de mes héros, 1770. Jean-Antoine Nollet était maître de physique et d'histoire naturelle des enfants du roi Louis XV. Et en fait, en 1735, il crée un cours de physique expérimentale à Paris, ouvert à des hommes et à des femmes. Et il écrit qu'il y a les hommes, enfin tous y viennent, hein, voilà, de tous âges et de toutes conditions, qui rencontrent un succès prodigieux avec des expériences spectaculaires d'électrostatique. Alors en fait, Nollet, il est connu pour 2 choses. En fait, il était le concurrent de Benjamin Franklin sur les questions d'électricité.
Voilà. Tout ce qui était l'électricité, il y avait Benjamin Franklin avec les éclairs, les machins et tout ça. Et en France, on avait Nolé qui lui aussi cherchait à comprendre ces phénomènes électriques. Et donc, vous le voyez ici qui fait une expérience. Euh, Hop, alors j'amène progressivement le matériel. Qu'est-ce qu'il a? Il a ici une machine électrostatique qu'on voit derrière. Ici, vous avez un plateau avec des fils de soie et repose un page sur ce plateau. Ce page va être relié à la machine électrostatique et il va y avoir ici des petites feuilles d'or et le page va passer sa main et ça va faire voler les petites feuilles d'or. Voilà, donc vous voyez, à l'époque, donc c'était vraiment de l'expérience de démonstration. D'accord? Ce n'est pas une expérience là qu'il va faire pour essayer de comprendre comment ça marche. Non, il a ici un public avec, on est dans les salons, il y a les enfants du roi, il y a les princes, etc. Et il faut leur montrer que la science, c'est super intéressant. Donc, il fait le show. Voilà, il fait du truc grand spectacle. Et donc, il développe des expériences comme ça. Et il va créer un ouvrage, donc Leçons de physique expérimentale, où il va faire tout un cours de physique basé uniquement sur des expériences de démonstration. Et il va aussi faire 3 tomes d'ouvrages sur comment construire du matériel pour faire des expériences de démonstration. En disant, ce n'est pas du matériel pour faire de la recherche, c'est du matériel spécifique. Il faut faire des trucs qui sont grands, des trucs qui se voient bien. Il faut savoir travailler le bois, le verre, le métal, etc. Il y a peu d'artisans qui savent faire tout ça. Donc, il fait tout un tome sur comment on travaille ces choses-là et puis comment on va fabriquer les instruments de démonstration avec. Donc sur l'électricité, alors la première manière de faire de l'électricité, c'est le truc habituel, une peau de machin, un truc de plastique, je frotte. Et puis pour savoir comment ça marche, donc ça c'est un des quelques instruments anciens qu'on a pu sortir des collections. Donc c'est juste que ce que je vous fais, les expériences, je vous le redirai. Mais en fait, vous imaginez que le matériel du musée, on ne va pas s'en servir pour faire des démos comme ça. D'accord? Donc je vous invite toutes les expériences que je vous présente, il y a le matériel dans le musée, énergie, machin, premier étage. Pas ce soir, mais demain. C'est ça qu'un, ou après-demain. Et puis, il faut y revenir plein de fois, hein, parce que c'est tellement grand que... Voilà. Bon. Donc toujours est-il que... Voilà. Donc, ça veut dire qu'en gros, on a quelques matériels qui sont du matériel d'époque. Le reste, c'est du matériel moderne, mais qui correspond à des expériences qui sont des expériences anciennes. Donc ici, pour savoir l'électrostatique, ce que je vais faire, c'est que j'ai ici un électroscope. Ici, dans cet électroscope, vous voyez, j'ai 2 petites feuilles d'or. Donc voilà, il n'y a pas de page, mais il y a quand même des feuilles d'or. Donc première chose, je vais approcher mon bâton. Et vous voyez, ah, ça commence déjà. Hein. Vous voyez, j'approche le bâton. Si vous voyez pas, donc c'est ici qu'il faut, pour la caméra, c'est à l'intérieur que ça se passe. Voilà. Vous voyez que je commence à approcher et ça s'écarte. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai rien touché. Comment ça se fait que ça se met à s'écarter? Alors, c'est le phénomène qu'on appelle d'influence. Ici, j'ai chargé électriquement mon bâton. On va dire qu'il est chargé négativement, que j'ai des électrons. Je l'approche. Dans le métal, il y a des électrons. Les électrons qu'il y a dans le métal, ils peuvent bouger, ils sont repoussés par les électrons qu'il y a là. Donc, ils vont descendre et ils vont aller dans les feuilles. Et les 2 feuilles étant chargées par des électrons de même charge, elles vont se repousser. Donc, ici, j'approche. Vous voyez que les électrons, ils vont dans les feuilles. J'enlève, les électrons, ils reviennent et ça se rapproche. Maintenant, une fois que je suis ici, je peux toucher. Une fois que j'ai touché, là, je vais avoir transféré des charges à mon dispositif. Et comme j'ai transféré des charges à mon dispositif, maintenant j'ai plein de charges négatives. Elles sont ici et les feuilles se repoussent. Et ensuite, si je décharge en retouchant, les feuilles se réattirent. Vous voyez, rien qu'avec 2 petites feuilles d'or, on ne s'en lasse pas. Enfin, moi, je ne m'en lasse pas. J'approche, ça s'écarte. Merde. Alors, certains disent, ça n'a pas marché. C'est faux. La physique, ça marche toujours. Les lois de la physique, elles sont toujours valables. Donc, une expérience ne marche pas, elle ne produit pas le résultat escompté. D'accord? Donc, il ne s'est pas passé ce que j'espérais qu'il se passe. Mais la physique, elle a marché. Hein. Alors, hop. Voilà. Là, influence. Tac, ça se sépare. Je touche, ça ne se sépare plus. Et je décharge. Bon.
Donc maintenant qu'on a vu cette force de répulsion, on va utiliser un dispositif plus moderne pour faire des charges. Donc c'est un petit bâton, à l'intérieur, il y a un moteur, il y a un truc qui tourne avec une sorte de caoutchouc qui frotte, etc. Voilà. Donc vous voyez, alors vous voyez, c'est déjà intéressant. Là, vous voyez, je l'ai chargé, c'est comme l'électromètre. Comme j'ai mis des charges sur le métal, les charges se répartissent partout, elles se repoussent. Donc en fait, ça se gonfle. D'accord? Donc ces petits trucs qui étaient tout mous, ils sont gonflés comme un ballon. D'accord? Et ensuite, hop, effectivement, bah là, je peux le maintenir en l'air. Et ensuite, vous voyez, comme j'ai ma main, j'ai les trucs d'influence. Bon, voilà, on s'en lasse pas. Ça s'appelle Fun Stick Flyer. Ça peut s'acheter voilà, sur Internet. Il y a plein de formes différentes. Et donc là, le point intéressant, bon, c'est amusant, mais surtout, ça permet de voir ce qu'on appelle cette pression électrostatique. Sur le fait que quand vous avez quelque chose où il y avait des charges, les charges, elles se mettent à la surface et qu'en plus, elles se repoussent. Voilà. Bon, alors, tout ça, c'est fort sympathique, c'est très amusant, mais avec ça, on ne fait pas beaucoup de charges. Pour faire des tensions un petit peu plus importantes, on va avoir besoin d'utiliser un dispositif qui est une machine électrostatique. Donc ici, on a une machine qu'on appelle machine de Wimshurst. Je ne vous explique pas comment ça fonctionne, parce que c'est du chargement par influence. En gros, si je vous le fais et que je ne me trompe pas, j'en ai pour 10 minutes d'explication. D'accord? Donc je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube pour comment ça marche, parce que voilà, c'est pas évident en fait. Bien. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que quand on tourne, voilà, là on commence à avoir des tensions suffisamment, plusieurs dizaines de milliers de volts, suffisamment fortes pour pouvoir faire, voilà, là, pour pouvoir faire des éclairs. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La tension est tellement importante que ça va casser les atomes. Les atomes, ça va les atomes de l'air. Donc les atomes de l'air, ils vont se casser. Je vais avoir un électron qui va sortir, un ion, et puis ça va faire un filament conducteur électrique. Ça claque. Alors ensuite, eh ben, avec ça, on peut faire quelques petites expériences sympathiques. Donc, on va commencer par les cloches. Alors, pour les cloches, qu'est-ce que je fais? Vous voyez que je vais avoir une tige qui va se charger positivement, l'autre qui va se charger négativement. Je vais relier ici la base, donc les deux cloches de l'extérieur, à une des tiges, et je relie la cloche du milieu à l'autre tige. Hop. Et je vais tourner la manivelle là. Voilà, bon. Donc, que se passe-t-il? C'est une vraie question. Oui, ça sonne, mais pourquoi ça sonne? Alors, j'ai la coupe du milieu, on va dire, qui est chargée positivement. Cette coupe-là qui est chargée négativement. Bon, à un moment donné, ça va attirer le petit truc, ça va le toucher. Il se charge positivement. Une fois qu'il est chargé positivement, il est repoussé par celle de milieu et attiré par celle-là, il va contre celle-là. Ah bah oui, mais là, il se charge négativement. Il est repoussé, etc. Et aller-retour. Donc, petite sonnette, je vous refais une fois. Hop. Voilà, hein. Voilà, et vous voyez que même quand je commence à faire trop de tension, ça fait même des éclairs. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il y a eu un éclair, ça ralentit. Parce qu'en fait, les deux trucs, elles sont déchargées. Donc, les tensions sont moins importantes, les forces sont moins importantes. Et puis, il faut attendre que ça se recharge pour que ça devienne intense. OK, voilà la petite sonnette. Alors, une autre expérience que j'aime bien, enfin, je les aime tous bien, hein, c'est le tourniquet électrostatique.
Donc ici, vous voyez que j'ai un petit tourniquet, il y a une pointe, vous voyez, ça peut tourner. Et j'ai ici une sorte d'hélice avec des pointes. Je le relie. Alors là, vous voyez, dans l'expérience précédente, j'avais relié une partie au positif et l'autre partie au négatif. Là, je relie juste un seul des deux. Bon, des fois, ça tourne un peu plus vite. Bon, ça tourne, hein? Vous voulez que je fasse tourner plus vite ou... Ouais, bon. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ce que vous avez vu, c'est que ce qu'on a vu précédemment, c'est que les charges se répartissent et qu'elles se repoussent entre elles. Maintenant, quand je vous l'ai montré, c'était sur des surfaces, il y avait les feuilles, c'était sur des surfaces ou des sortes de ballons. D'accord? Maintenant, imaginez que j'ai une tige. Si je mets des charges dans une tige, bah, les charges qui sont au milieu, elles vont se repousser, et finalement, les charges, elles se repoussent de manière à ce qu'il y en ait seulement au debout. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des pointes. Quand vous avez un objet, si l'objet il est allongé, les charges elles vont se mettre aux extrémités. Et si l'objet il est pointu, en fait, les charges elles vont se concentrer aux pointes. Et c'est là que vous allez avoir le champ électrique le plus important. Donc, qu'est-ce qui se passe aux pointes? C'est que vous avez des charges vous avez un champ électrique qui est très important. Et là, vous allez avoir un champ suffisamment important pour casser les molécules d'air. Alors, ça les casse de la même manière que quand je fais un éclair. Sauf que le problème, c'est que ici, je n'ai pas d'endroit pour faire un filament conducteur. Donc, je vais juste avoir des particules qui sont chargées. Donc, supposons que ma pointe, elle est chargée positivement. Je charge, il y a l'électron qui s'en va de mon atome, de ma molécule. Bah, comme c'est chargé positivement, j'ai l'électron qui vient ici. Et puis, je vais avoir un ion qui est chargé négativement. Donc, je vais avoir de l'air chargé ici. Bah, cet air chargé, il repousse la pointe. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais créer une sorte de vent derrière la pointe. En fait, j'ai la pointe, je vais avoir des particules chargées derrière la pointe qui se chargent de la même manière que la pointe et qui vont la repousser. Ça permet de faire ce petit tourniquet, mais on peut fabriquer des dispositifs suffisamment légers. On peut carrément avoir des sortes de lévitation comme ça, avec, en utilisant un vent vers le bas, avec des réglettes et ça. C'est pas évident à mettre au point. Ces décharges ici, là, c'est ce qu'on appelle l'effet Corona. C'est ce qui se passe quand il va y avoir de l'orage, où des fois on entend des petits bzzz. Et puis vous avez quand vous êtes en montagne sur les piolets, vous allez avoir des petits trucs bleus. Sur les mâts de bateau, vous avez des petites aigrettes. En fait, c'est des tas de décharges qui se produisent quand il y a des champs électriques très importants, avant qu'il y ait des éclairs. Alors, tout ça, c'était avec de l'électricité statique. Ça permet d'avoir des charges importantes, mais ce n'est pas avec ça qu'on fait le courant électrique. Ce n'est pas avec ça qu'on va alimenter quoi que ce soit comme dispositif. Donc, en même temps qu'il y avait ces études sur le courant, sur les hautes tensions, il y avait aussi l'idée de comment je vais pouvoir faire du courant. Et c'est là qu'arrive M. Volta, qui va faire une invention et qui va fabriquer ce qu'on appelle une pile. Donc, des vraies piles de Volta, vous en avez au musée. Merci. Ici, c'est un modèle de démonstration. Alors, l'idée, c'est que pour faire une pile, vous avez besoin de jetons dans un matériau. Ici, j'ai du cuivre. Ici, j'ai des jetons en zinc. Et ici, j'ai des petits tampons qu'il faut humidifier avec une solution. Donc, pour faire la pile, pourquoi ça s'appelle une pile? C'est parce qu'on empile. Je mets un jeton de cuivre, un tampon, un jeton de zinc. Et je recommence. Un jeton de cuivre, un tampon, un jeton de zinc. Un jeton de cuivre, un tampon, un jeton de zinc, etc. Donc on fait plein de petits éléments qu'on va empiler, d'où le nom de pile. Alors question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait juste un seul élément? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un truc de cuivre, un conducteur électrique et puis un jeton? Alors il se trouve que on n'a pas de solution. Mais en revanche, on a des spectateurs. Donc j'aurais besoin d'un volontaire.
Donc, si tu peux rester, voilà, te mettre ici devant. Donc, j'ai ici un tube en cuivre, un tube en dural. Je vais sortir mon voltmètre. Hop, voilà, que je branche. Alors, on va brancher. Donc là, vous voyez, j'ai mon... Là, pour l'instant, le voltmètre, normalement, il met 0. Je ne le vois pas. Hein. D'accord? Je vais brancher le cuivre d'un côté, le zinc de l'autre. Non, ça ne marche pas? Ah, j'ai le mauvais signe. Ben, oui, bah, ok. Bah, donc, on... Oui, le chimiste le sait. Voilà. Donc, eh ben voilà, j'ai 400, 0,4, 0, bah tu peux changer, ouais, tu changes de main. 0,4 volts. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ici quand je fais un petit élément avec cuivre, conducteur, zinc? J'obtiens une tension. Alors là, c'est de l'aluminium, c'est pas du zinc, c'est pour ça que ça fait 0,4 volts. Bon, mais avec ça, on ne fait pas une tension importante. Pour faire une tension importante, hein, bah, il faut rajouter un deuxième élément. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième personne qui ne voudrait pas venir aider, s'il vous plaît? Allez. Donc, je vais te demander de prendre. Non, non, tu continues à garder, toi, les deux. Hop, tac. Donc, je prends un deuxième élément. Donc, j'ai cuit, voilà. J'attache les deux comme ça. Hop. Voilà, si vous voulez sur le côté. Et ben voilà, vous avez additionné vos tensions. C'est comme quand je mets deux piles l'une derrière l'autre. J'additionne les tensions, ça me fait voilà, 0,9 volts. Ah, ici, monsieur, si vous voulez bien venir. Ah bah oui, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc vous gardez ici comme ça. Hop, voilà. Tenez. Hop. Pardon. Alors si vous pouvez approcher un petit peu. Voilà, merci. Ah, 0,4 volts. Et un esprit réfractaire. On avait fait, alors quand il y avait une personne, on avait 0,4, on est passé à 0,9 et puis là on redescend. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Alors en fait, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, j'ai triché. C'est-à-dire que globalement, on avait les éléments. Si vous regardez, si vous levez les mains, pour que tout le monde voit, ici j'ai cuivre, zinc, mais là j'ai zinc, cuivre. Donc ça veut dire qu'en fait la pile, elle est à l'envers. Donc échangez les petits bâtonnets d'une main. Voilà. Et là maintenant, on va mettre tous les éléments de la pile dans le bon sens. Et voilà, 1,3 volts, nous sommes sauvés. Merci beaucoup. Et donc, pour terminer, on va voir jusqu'où on peut aller. J'aurai besoin de 2, 4, 6, 8. Allez, 10 personnes encore. On va faire une petite ronde. Bah, je vais les. Non, non, mais j'attache. Vous prenez chacun, vous venez, je vous donne. Hop. Hein, si les personnes veulent venir, que je vais pas vous chercher. Hop. Là, plus c'est sympa, plus. Hop. 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 Allez, encore 5 personnes. 2, 4, 6 ou 4. Hop, hop, hop. Ah bah voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Allez, venez à côté de moi. Vous venez à côté de moi. Ah non, il faut prendre. Vous avez deux pareils. Ok, ok. Donc cuivre ici, zinc ici. Hop. Si vous, ben voilà. Hop, hop. Voilà. Ah, attendez. Si vous voulez les brancher, je vais brancher là. Hop, voilà. Tac. Et voilà. Donc, eh ben, écoutez, on est 4 volts. Hein.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bah, je vais me rajouter là pour qu'on soit à 10. Hop. Euh, hop. Voilà, donc bah, là je pense que c'est bon, voilà, 4 volts 2, donc on a 10 fois la tension qu'avait une personne. Alors vous allez me dire, avec ça, est-ce qu'on peut allumer une lampe? Alors en fait non, parce que nous ne sommes pas des bons conducteurs. Voilà, je ne sais pas pour, sans vouloir, mais le problème c'est que si on met une lampe, en fait c'est le passage du courant à travers notre corps qui va limiter les choses. Voilà, et on ne va pas pouvoir générer assez de courant. Donc pour que ça marche bien, il faut avoir quelque chose qui est beaucoup plus mince qu'un être humain. C'est pour ça qu'en général, on le fait avec ce petit coton. Donc merci tout le monde, on a fait la photo. Voilà. Donc merci.